Le comportement alimentaire, c'est le thème de Grain de Beauté ce matin. Alors, comment bien se nourrir? Qu'est-ce qui fait que se nourrir est un acte pas comme les autres? Pourquoi certaines personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, ont des comportements excessifs quant à leur conduite alimentaire? C'est ce que nous allons voir donc en compagnie de docteur Franck Séninger, qui est médecin nutritionniste, qui est également auteur de nombreux ouvrages, romancier, mais également, bien sûr, auteur d'ouvrages sur la nutrition. Alors, la boulimie, la faim sans fin, paru aux éditions Jouvence. Toujours aux éditions Jouvence, l'anorexie, le miroir intérieur brisé. Et puis, l'enfant végétarien aux éditions Jouvence. Et puis, aux éditions Brochet, les bienfaits du chocolat, les incroyables vertus du café. Il y en a beaucoup, des livres toujours aux éditions Brochet. Et puis, le guide, ça c'est le dernier, je crois, docteur. Alors, oui, le guide des aliments qui entretiennent la santé aux éditions du Dauphin. C'est mais ça. Les deux derniers, c'est toujours chez Jouvence. C'est des livres qui sont brochés, mais c'est chez Jouvence. Donc l'éloge que vous faites au chocolat et au café, voilà, c'est chez Jouvence. Oui. Et le guide des aliments qui entretiennent la santé aux éditions du Dauphin. Voilà, exactement. Merci docteur d'être avec nous ce matin. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour à vous. Et vous allez nous accorder du temps pour parler de ce comportement alimentaire. C'est pas anodin, c'est un acte qui est hors du commun. Pourquoi ? La réponse qui semble a priori évidente, c'est que c'est un acte vital. Si on ne mange pas, on meurt. Et c'est aussi un acte vital dans le sens, si on mange des mauvais aliments, on peut mourir s'ils sont empoisonnés. Mais derrière cette évidence, il y a aussi tout un aspect social, il y a un aspect culturel, il y a un aspect... On est aussi un peu ce que l'on mange parce que c'est un acte de santé. On peut rester en bonne santé, au contraire dépérir avec une mauvaise alimentation. Et tout ça fait que l'alimentation est une donnée extrêmement importante de notre vie. Et pourtant, on a l'impression qu'on le fait inconsciemment. On se nourrit depuis qu'on est né. C'est un acte tellement banal et pourtant pas, vous voyez. Et oui, mais c'est comme la respiration. Oui. On respire tous et pourtant, les personnes ne savent pas respirer, même au sens philosophique, c'est-à-dire prendre le temps de vivre, d'assimiler l'air, de le restituer. Et la nourriture, c'est pareil. C'est-à-dire que ça nous apporte aussi du plaisir. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la palatabilité, c'est-à-dire le plaisir de manger les aliments qui sont agréables. Et tout ça, ça a un rôle assez euphorisant. Et donc, c'est pas si naturel que ça. Alors, quels sont les facteurs, justement, qui déterminent les habitudes nutritionnelles que l'on va prendre depuis l'enfance ? Alors, il y a le rôle de la mère qui est très important. Il y a le rôle de la famille parce que l'enfant a ce qu'on appelle une néophobie, c'est-à-dire qu'a priori, il n'aime pas les aliments. Et c'est peu à peu, au cours de sa vie, qu'il va apprendre à aimer certains aliments. Et on compte qu'il faut 13 fois pour qu'un enfant vraiment décide qu'un aliment n'est pas bon. Mais par exemple, il y a des parents qui disent « Mon enfant n'aime pas les haricots verts ». Ils en ont 2-3 fois, puis il n'aime pas ça. Voilà. Mais si on mange en famille les haricots verts, on dit « qu'est-ce que c'est bon, mon chéri, goûte ». Et puis il dit « Non, j'aime pas ». Puis la troisième fois, la quatrième fois, « Mais regarde comme c'est bon ». Puis tout le monde mange les haricots verts avec du plaisir. L'enfant va se dire « Bah oui, c'est agréable ». Alors 13 fois ce scénario. Voilà. Alors 14e fois, on peut jeter l'éponge. Mais jusqu'à 13 fois, on peut y aller. Il faut jouer la comédie, c'est ça. Voilà, il faut continuer, il faut persister. Donc, pour vous, les facteurs les plus influents, c'est vraiment la famille. Donc, il y a la famille, c'est l'éducation. C'est l'éducation, le côté culturel, le côté social. Et tout ça, ça modèle l'individu à travers l'alimentation. Docteur, les parents parfois ne sont pas conscients de cela dans certaines familles. On ne sait pas qu'il existe une éducation alimentaire. On mange comme on peut, on mange comme on veut, on fait comme on a l'habitude, des habitudes culturelles, mais on ne sait pas qu'il faut éduquer les enfants. Et puis il faut manger comme il faut manger, c'est fini ton assiette. Et si tu ne manges pas ça, tu n'auras pas de dessert. Voilà. Parce que si tu n'as pas faim pour ce plat-là, tu n'auras pas faim pour le dessert. Ce qui est complètement faut pas le faire. Idiot, parce que y a la variation de ce que l'on mange. On peut avoir les aliments, c'est pas que des calories, ça apporte aussi des micronutriments, et on peut avoir son contenant de micronutriments
avec le plat principal, mais le dessert apporte d'autres choses. Et il y a une sélection, il y a une espèce de faim par aliment. Et de dire, si tu n'as pas fini ton assiette, tu n'auras pas de dessert parce que tu n'as pas faim, c'est complètement idiot parce qu'on peut ne plus avoir faim pour le plat qu'on mange et avoir faim pour autre chose. D'accord, mais ça, vous voyez, on ne le sait pas. Hein, les parents ne le savent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi reçu cette éducation. Alors, où la trouver, cette éducation, entre guillemets, parfaite, mais plutôt équilibrée, on va dire, ou normale? Mais il y a des médecins qui sont formés pour ça, des médecins nutritionnistes. Et vous prêchez pour votre paroisse. Service. D'accord. Donc là, ça vous le dites, vraiment, il existe une éducation alimentaire qu'il faut enseigner aux enfants. Oui. Puis bon, c'est aussi quelque chose qu'on reproduit. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a eu de la famine, donc par rapport aux personnes, on dit faut manger, faut penser à des personnes qui n'ont pas tout. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe en réalité. Et pourtant, les habitudes nutritionnelles que nous avons depuis l'enfance sont très forts, généralement, sont très ancrés. Et c'est donc difficile de lutter contre. Quand on a pris un mauvais pli depuis l'enfance, généralement, on sent que ça nous colle à la peau. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Comment ça se fait que c'est si dur à changer C'est parce que ça vient en même temps que l'éducation. C'est-à-dire que quand on a une éducation, par exemple... toute sa vie, on reproduit l'éducation auprès de ses enfants, de l'éducation qu'on a eue d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déprogrammer. Voilà, donc il y a parfois des choses qui se déprogramment toutes seules. Par exemple, quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire dans sa famille, qui voit sa sœur, on en parlera tout à l'heure, mais qui a de la boulimie ou de l'anorexie. Donc du coup, elle va être plus attentive à ses enfants. Tout de suite, les personnes vont mettre le haut là. Donc c'est vrai que vous avez raison, la déprogrammation est très difficile. La déprogrammation devrait commencer peut-être par une prise de conscience des problématiques qu'on a avec l'alimentation. Oui, et puis vous savez, il y a même maintenant des notions qui sont beaucoup plus fines. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est des facteurs qui se transmettent au-delà de l'ADN. Et on a montré que, par exemple, c'était les Suédois qui ont montré ça, que les personnes qui étaient dans des camps de concentration déportés, qui avaient souffert de la famine, leurs enfants avaient des modifications du comportement alimentaire dans ces familles-là, alors qu'ils n'avaient pas connu les camps de concentration. Et les petits-enfants aussi. Donc après, ça s'épuise, si vous voulez, mais l'épigénétique, autant la génétique... Quelqu'un qui a des yeux bleus, qui se mariera avec quelqu'un qui a des yeux bleus, les enfants ont toujours des yeux bleus. Mais l'épigénétique, ça finit par s'éteindre. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien encore, mais qui se transmet. Donc, ça passe dans le corps et ça se transmet. Ça se transmet, pas forcément par l'ADN, c'est ce qu'on appelle l'empreinte génétique. Mais il y a quand même quelque chose... Donc, le comportement alimentaire, ce n'est pas seulement non plus l'éducation. Il y a d'autres choses qui passent, on ne sait pas trop comment. D'où la difficulté de lutter. Exactement. Quand il y a un déséquilibre. On ne maîtrise pas tout. On maîtrise pas tout. Donc, il faut aller chercher ces ressources au plus profond de soi. Quand quelqu'un souffre d'un déséquilibre qui l'handicape, qui lui gâche la vie... Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Il faut aller chercher de l'aide tout de même. Auprès d'un médecin, c'est le mieux, un médecin nutritionniste. Le médecin, puis parfois les amis. Par exemple, pour la boulimie, moi j'ai une patiente qui souffrait de boulimie. Finalement, c'est une amie très proche qui lui faisait du espèce de coaching à chaque repas en disant, qui lui téléphonait en disant alors qu'est-ce que tu as fait, et elle se sentait soutenue. Elle avait comblé un petit peu un manque affectif à travers cette amie et ça l'a bien aidé. Donc le médecin n'est pas forcément la solution, ça peut être un point de départ et on peut trouver la solution dans d'autres facteurs, mais en tout cas c'est celui qui est à l'écoute, le médecin. Alors justement, puisque vous parlez de boulimie, parlons de ces troubles. Il arrive, et peut-être plus souvent qu'on ne croit, que certaines personnes, alors ça peut être des hommes, des femmes, vous me direz ce que vous en pensez au niveau de cette répartition sexuelle, s'alimentent d'une manière déséquilibrée totalement, qui ont de vrais troubles extrêmes de la conduite alimentaire. Alors déjà, comment est-ce qu'on définit ce trouble-là extrême de la conduite alimentaire? Alors oui, il y a deux troubles qui sont opposés, qui sont l'anorexie et la boulimie. Alors l'anorexie, c'est la restriction volontaire de l'alimentation et la personne y trouve un certain plaisir à perdre du poids. Même si c'est une lutte contre les aliments, contre soi-même, il y a quand même une espèce de plaisir à perdre du poids. La boulimie, c'est un petit peu différent.
Et souvent, avant, on parlait d'anorexie, boulimie. Oui. C'est pas la même chose. La boulimie, c'est des personnes qui mangent par compulsion, c'est-à-dire qu'elles mangent d'abord, elles réfléchissent après en se disant j'aurais jamais dû manger autant, et parfois elles se font vomir. Donc vous séparez bien les deux. Moi, je sépare bien les deux parce que il y a dans les deux ce qui peut prêter à confusion, c'est ce qu'on appelle le binge eating, c'est-à-dire la compulsion alimentaire où les personnes se font vomir. C'est-à-dire que l'anorexique, c'est différent. L'anorexique, c'est une personne qui a tellement faim au bout d'un certain temps qu'elle va manger parce qu'elle n'en peut plus, c'est physique, elle a l'estomac qui est tordu, elle se sent faible, donc elle va manger, puis après elle s'en veut. Du coup, elle va se faire vomir. Quand il y a une purge, il n'y a pas toujours des purges, mais parfois il y a des purges. La boulimie, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui, en général, a une contrariété dans la journée ou un manque qui est latent. Et puis, elle a pris un rituel de manger, par exemple, à 16 heures ou de se lever la nuit. Et elle mange... Parfois même, elle oublie ce qu'elle a mangé. Et quand elle retourne le matin, qu'elle se lève et qu'elle voit tous les emballages et tout, mais c'est pas possible que ce soit moi qui ai fait ça. En tout cas, dans les deux cas, on utilise la quantité pour agresser son corps. Mais dans un cas, c'est dû à une douleur physique qui est celle de la faim. Et dans l'autre cas, c'est dû à un manque psychologique, un espèce de mal-être ou un rituel. Donc, ce n'est pas les mêmes moteurs. Ce n'est pas les mêmes causes. Mais tout de même, il y a cette utilisation de la quantité extrême dans un sens ou dans l'autre. Ce sont des armes de destruction, en tout cas, ces deux-là. Alors, on a le sentiment. Voilà, pour les autres, c'est une arme de destruction. C'est pour la personne qui est concernée, elle est persuadée, en tout cas pour ce qui est l'anorexique, d'être dans le vrai. Elle se trouve grosse. On peut lui dire tout ce qu'elle veut, elle se sentira grosse. C'est pour ça que le livre, j'ai appelé le miroir intérieur brisé, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas telle qu'elle est. Et il y a une déchirure. Les personnes ne comprennent pas, parce que toutes les personnes disent « mais regarde, tu es maigre ». Et la personne... Alors, ce qui est très souvent, c'est que, vous savez, c'est comme les personnes qui sont sous-alimentées, les enfants qu'on voit avec un gros ventre. C'est parce qu'en fait, ils ont plus du tout de muscles sur l'abdomen, plutôt d'abdominaux. Et en fait, vous avez les intestins qui sont juste derrière la peau, qui poussent la peau. Et comme il n'y a plus de parois, ça fait un gros ventre. Et souvent, les anorexiques n'ont plus du tout, elles ont digéré toutes leurs protéines. Et donc, elles n'ont pratiquement plus de muscles, en tout cas plus d'abdominaux. Et il y a les intestins qui poussent derrière le ventre. Et elles disent, mais oui, je suis grosse, regardez mon ventre. Et alors, si on ne leur explique pas que c'est dû aux intestins, que c'est parce qu'elles n'ont plus de muscles, elles continuent. Donc, il y a une explication aussi. Et souvent, les filles anorexiques sont intelligentes, donc elles arrivent à comprendre ça. Vous dites les filles, hein, donc ça atteint plus souvent les filles. Beaucoup plus les filles. Et donc, ces personnes, ces jeunes filles, souvent ce sont des jeunes aussi. C'est des jeunes, souvent des jeunes filles. Et, en fait... plus ça commence tard, plus c'est grave. C'est souvent l'adolescente, on arrive à... le médecin y arrive assez facilement parce qu'il y a l'image paternelle, l'image un peu autoritaire qui est rassurante pour l'adolescent. Un adulte, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une image autoritaire. Parce qu'il a un vécu déjà, des expériences. Elle dit, mais je fais ce que je veux. Il peut y avoir de la confrontation. Et puis il y avoir un plaisir à maîtriser son corps, à avoir quelque part un pouvoir sur son corps, donc sur sa vie. Mais les adolescents l'ont aussi. C'est ça qui est jouissif, c'est d'être maître. Je fais ce que je veux. Maître même de la faim, maître de son corps, d'aller plus loin que les autres. Il y a une espèce de jouissance à perdre des kilos. Est-ce que c'est un problème moderne? Est-ce que c'est quelque chose que l'on connaît ces dernières années, ces 10, 15, voire 20 dernières années, parce que, je ne veux pas incriminer non pas les médias, mais les mœurs, tout simplement, l'évolution des modes de pensée? Ça a favorisé. Et les régimes aussi, souvent, moi je vois souvent des personnes anorexiques où c'est des régimes qui ont mal tourné. Et la personne était un petit peu forte au départ, et puis elle a perdu, puis tout le monde dit « oh mais qu'est-ce que tu es belle, c'est superbe », et puis après elle continue, et puis après elle est sourde à tout ce qu'on peut lui dire, et c'est enclenché autre chose, mais il y a une espèce de jouissance à perdre du poids, d'être plus fort que le poids, plus fort que l'alimentation,
plus fort que la nature. Et là, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut essayer de contrecarrer ce cheminement. Docteur, on va se séparer quelques instants. Je rappelle que si vous voulez des informations sur l'anorexie, eh bien, il y a le livre de docteur Franck Séninger que je reçois ce matin, médecin nutritionniste, L'anorexie, le miroir intérieur brisé, aux éditions Jouvence. Nous allons continuer de parler de ces comportements excessifs, extrêmes, quant à la conduite alimentaire, également avec votre deuxième ouvrage, La boulimie, la faim sans fin, toujours aux éditions Jouvence. À tout de suite. On se retrouve dans la seconde partie de Grains de beauté. Ce matin, dans Grains de beauté, nous parlons de comportement alimentaire, comment bien se nourrir, qu'est-ce qui est en jeu quand on se nourrit et pourquoi certaines personnes ont des comportements excessifs quant à leur conduite alimentaire. Nous sommes en compagnie de Dr Franck Séninger, qui est médecin nutritionniste et auteur de nombreux ouvrages sur la nutrition, mais également romancier, ça on l'a dit tout à l'heure. Alors sur la nutrition, on a parlé de l'anorexie à l'instant et puis on a dit quelques mots sur la boulimie. Il y a votre livre sur la boulimie, la faim sans fin. Voilà, là, il y a aussi un dérèglement. Ça semble, d'extérieur, on a le sentiment que la boulimie est peut-être plus simple à régler ou que l'anorexie. L'anorexie est plus ancrée dans la personne. Oui, ça paraît plus simple, mais c'est plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué, donc je me trompe complètement. Non, mais c'est vrai que ça paraît plus simple parce qu'il suffit... On a l'impression de dire, il ne faut pas manger à 4 heures, et puis voilà, quoi. C'est aller faire un tour au lieu de manger. Mais le problème, c'est que personne va faire un tour, puis elle va revenir, elle va manger. Ou elle va faire un tour à la boulangerie. Voilà, c'est assez compliqué parce que c'est des personnes qui en général ont un poids normal, parce qu'elles se purgent. Elles mangent énormément et c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oui, je comprends. Donc la personne mange et puis après se purge. Mais elle détruit son estomac, là. Elle détruit et souvent, et puis ça ne se voit pas. Moi, j'ai une patiente qui est mariée, qui a des enfants, qui est boulimique à l'insu de toute la famille. C'est-à-dire qu'elle mange à table avec tout le monde, elle prend son repas et à la fin, elle va se faire vomir dans les toilettes. Et personne n'est au courant. Donc, personne ne peut l'aider. Et même le médecin, si on ne pose pas vraiment la question, elle n'en parle pas d'elle-même, parce qu'elle a un sentiment de honte aussi à se faire vomir. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose de caché. L'anorexie, ça se voit quand quelqu'un est vraiment très maigre. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Alors, même parfois, quand on voit une fille qui est maigre dans la rue, c'est une anorexique. Alors que la pauvre, elle a peut-être qu'une maigreur constitutionnelle. Enfin, la pauvre, elle a peut-être une maigreur constitutionnelle. Elle passe pour une anorexique, ce qui n'est pas péjoratif, mais pour quelqu'un, en tout cas, qui a un problème. Alors que la boulimique, la personne boulimique, il y a des garçons qui sont boulimiques. C'est ça. On peut le nier longtemps. Elles peuvent le cacher. nier. Ça peut être caché. Et alors, pour ces deux problématiques, je peux dire pathologie dans ce cas-là, docteur? Oui, c'est des pathologies, parce que les personnes en souffrent. Elles en souffrent, donc c'est une pathologie. La santé, ça va être bien-être physique et moral. Donc, à partir il n'y a pas de bien-être moral, c'est une pathologie. Alors, pour ces deux pathologies, il y a tout de même une destruction, un bouleversement au niveau du corps. Je veux dire, vous qui êtes l'auteur de ce livre-là, Le guide des aliments qui entretiennent la santé, là, pour le coup, elles se détruisent totalement, la santé. Oui, parce que d'abord, le fait de vomir, ça enlève certains électrolytes. Les personnes, parfois, ont même les doigts abîmés par l'acidité de l'estomac quand elles se mettent les doigts dans la bouche. Et les doigts sont alors, on imagine ce que ça peut faire à l'intérieur du corps. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas bon. Là, il y a vraiment un risque vital pour les deux. Oui. Et puis, alors par contre, c'est autant l'anorexie, ça se traite par l'alimentation, la personne, il faut absolument lui faire reprendre du poids, autant la boulimie, ça ne se traite absolument pas par l'alimentation, parce que la personne sait très bien ce qu'il faut manger, elle sait très bien qu'elle n'agit pas comme il faudrait. Et le fait de lui dire faut pas manger, c'est pas ça, parce que la personne mange d'abord et elle réfléchit après. Et après, elle s'en veut. Alors ça se prend en général, on fait plutôt de l'art-thérapie. Par exemple, si la personne a une sensibilité un peu artistique, on lui fait faire plutôt de la peinture, de la photographie. Il faut un soutien psychologique, de toute façon, vous le dites. Il faut un soutien. Un médecin nutritionniste est important, mais éventuellement, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui est aussi à l'écoute. Et puis, moi, je suis assez art-thérapie pour les personnes qui font de la boulimie pour déplacer le problème sur ailleurs, que la personne se réalise, qu'elle se réalise dans quelque chose qui est gratifiant. Et à ce moment-là, ça fait contrepoids. C'est parce que souvent, la boulimie, c'est dû à un manque. C'est-à-dire, c'est un manque affectif et la personne se remplit.
c'est pas toujours, hein, c'est faux comme tout ce qui est caricatural, Oui. mais c'est quand même le fond, c'est un peu ça, le terreau, c'est que la personne, il y a un manque, elle mange pour combler ce manque. Alors après, on peut retrouver dans l'enfance les causes. Mais... Des personnes qui souffrent de la boulimie et de l'anorexie, pensez-vous qu'il soit indispensable qu'elles soient traitées toute leur vie? Est-ce qu'après avoir, imaginons, réussi à vaincre la boulimie et l'anorexie, c'est gagné pour toute la vie, ou bien non, c'est toujours un danger? Alors, sans être un danger, il en reste toujours quelque chose. C'est-à-dire que la personne, soit elle a repris du poids et puis elle a peur de retomber vers l'anorexie, soit elle reste maigre, elle a peur de prendre du poids. Quand même, il en reste des séquelles. Il y a une épée de Damoclès quand même. Il en reste des séquelles. Ouais. Et alors, qui sont pas, heureusement, souvent vivables, mais il en reste quand même quelque chose. C'est des personnes qui ont, sans être anorexiques, elles ont un comportement anorexique, c'est-à-dire qu'elles vont pinailler les aliments, trier, pas finir l'assiette, un petit peu. Comme souvent font les enfants quand ils ne veulent pas manger. Exactement. Et la boulimie aussi, c'est-à-dire que la personne va avoir tendance un petit peu parfois à manger plus que... Il en reste quelque chose, et puis elle se dit, oh, ben non, faut pas... Enfin, donc, il en reste quelque chose. Il faut faire attention tout au long de la vie. Alors, vous parliez de trier les aliments dans l'assiette. Il y a un autre type de trouble, une sorte de déséquilibre. À mon sens, vous me direz si on peut parler de déséquilibre. Ça ne concerne pas la quantité ingérée, mais plutôt la qualité. Et c'est ce qu'on appelle l'orthorexie, docteur. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'orthorexie? Ortho, c'est le droit chemin, comme orthographe. Graphie, c'est l'écriture, c'est la bonne écriture, l'orthographe. Et l'orthorexie, ortho, c'est la bonne, et rexie, c'est alimenter. Anorexie, on ne mange pas. Donc, l'orthorexie, c'est de bien manger. Et les personnes qui sont orthorexiques sont des personnes qui ont le souci de bien manger, comme les docteurs, ils ont dit. Je comprends. Donc, c'est les personnes qui vont pas manger salé, sucré, gras, comme c'est vu à la télévision. Voilà. De pas manger 5 fruits et légumes par jour. Ils font tout bien comme il faut. Voilà, bio. Bio, surtout. Surtout bio. Le poisson 2-3 fois par semaine. Mais alors, ça, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font attention comme ça. Et pourquoi ça tourne c'est que c'est des personnes qui sont dans le souci permanent, c'est-à-dire que ces personnes qui vont faire toutes leurs courses en fonction de ça, qui vont chercher toujours le mieux. C'est-à-dire que tel poisson, ils vont manger du poisson certes, mais après ils vont dire oui, mais tel poisson est meilleur que tel autre. Donc ils vont manger, oui mais attention, celui-là, j'ai entendu que les poissons, les gros prédateurs laitons, il y a du mercure, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais ils ne vont plus manger de thon ni de gros poissons prédateurs. De saumon. Alors le saumon, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que ça, on peut en reparler, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les poissons, les saumons et les élevages... On a quoi les engrais chimiques sur les légumes et les fruits. Et ces personnes-là, finalement, n'ont pas tellement tort, en réalité, parce que il y a les insecticides, les pesticides, les fruits sont cueillis avant maturité, mûris dans des caves, les poissons... Il n'y a rien, finalement, la viande... mais ça tourne à l'excès, par contre. C'est ça le problème. Voilà. Et alors, c'est quand ça retentit... Je vous disais tout à l'heure que la santé, c'est un état de bien-être physique et moral, mais c'est des personnes, ça les empêche un peu de vivre. Et c'est là où ça devient pathologique, c'est que quand on se dit, mais est-ce qu'il faut vraiment, je me risque de me faire empoisonner à chaque coin de rue, si j'ose dire, et qui ont le souci de ne pas se faire empoisonner et d'être maîtres de leur alimentation jusqu'au petit pois près, ça tombe effectivement un peu dans la pathologie si la personne en souffre. Mais cela dit, ces personnes ont quand même un fond de vérité. Mais là, pour le coup, quand je vous parlais pour l'anorexie, je vous demandais si c'était assez moderne. Là, par contre, l'orthorexie, ça doit être assez moderne. Ah, ça, c'est assez moderne. Avec tout ce qu'on a entendu ces dernières années, on devient un peu orthorexique aussi. Et puis, je pense, alors, pour finir un peu sur une note un peu philosophique, on est un peu dénaturé. Parce que quand je lisais un article ce matin, dans 20 minutes en venant, qu'une personne sur 8 meurt de la pollution atmosphérique de l'air qu'on respire, c'est un acte vital. Voilà. Et quand on dit que cet acte vital peut nous détruire la santé jusqu'à nous faire mourir, c'est vrai aussi pour l'alimentation. C'est que les pommes, si on mange une pomme avec la peau, il y a tellement de pesticides qu'on se dit c'est un peu comme si on jouait à la roulette russe. Et même
la peau, il faut même l'enlever pratiquement 1 centimètre de peau. Oui, on ne peut plus vivre là si on voilà. Donc là, voilà encore un dérèglement. Et là, la solution, alors rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, la solution, c'est aussi aller voir un médecin nutritionniste. Oui, et puis de faire un peu ses propres choix, de réfléchir, de prendre sa santé en main, mais sans exagération. Autrement dit, user sans abuser. Merci beaucoup, docteur Franck Séninger, qui est avec nous ce matin dans Graines Beauté. Je rappelle que vous pouvez trouver sur Internet facilement tous les ouvrages de docteur Franck Séninger sur les bienfaits du chocolat, les vertus du café. Le dernier, c'est le guide des aliments qui entretiennent la santé aux éditions du Dauphin. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'anorexie et la boulimie. Merci encore et à très bientôt. C'était un plaisir. Merci.